Bonjour Mercedes. Bonjour. On ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film. Son titre est Risque de chance, traduction de l'idéogramme chinois du mot crise. Sa vocation, c'est aider à faire naître celle des autres. Le cœur du message, c'est rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle? L'histoire, ça sera la mienne et les vôtres, partagées en résilience. Et ces thématiques seront très ouvertes, portées par chaque personnalité très différente. Ma première question, Mercedes, c'est peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? Oh, c'est trop compliqué, j'en sais rien. Le risque de ne pas se sentir bien, le risque d'être malheureux, des risques très intimes finalement qui font que tout d'un coup on a du mal-être. Probablement le plus gros risque dans la vie, c'est pas beaucoup de chance quand on a du mal-être. Quand le matin on se lève et on est triste, c'est pas beaucoup de chance. Donc c'est ça les plus gros risques, c'est ceux qui font qu'on se sent mal par rapport au monde, par rapport à la vie, par rapport à tout ça. C'est difficile. Ça c'est les plus gros risques, pour moi. As-tu un exemple vécu de ce risque? Moi j'ai eu une période pas longue mais réelle de dépression et je comprenais pas pourquoi le matin ça n'allait pas quoi. Et c'était tellement à l'envers de ce que je suis où c'était difficile, mais c'était passionnant parce que ensuite comme moi dans ma nature c'est pas ma nature, ça te permet de comprendre que c'est une chance que ce soit pas ma nature. Parce que quand on en fait l'expérience que, en gros, quand vous êtes dépressif, tout ce que vous racontent les autres, vous avez l'impression que le monde est entouré de bonheur, mais qu'il n'est pas pour vous. Que vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette porte-là. Ou que vous êtes médiocre, que vous êtes moyen, que vous n'y arriverez pas, etc. Donc vous avez une vision de tout ça extrêmement négative. Extrêmement négative. Quelle est ta contribution au monde, ta mission, voire ta vocation? Moi, je réfléchis jamais comme ça. Je fais ce que je veux. Dans ce que je veux, j'ai besoin... D'abord, moi, j'ai besoin de construire. Donc, c'est peut-être le mot qui est le plus important pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais tous les jours? Qu'est-ce que je construis? Et après, j'ai besoin de croire en certaines choses que je défends. Et comme je suis plutôt activiste que contemplative, agir pour ce à quoi on croit. Voilà. C'est assez simple. Donc en fait j'essaie d'être heureuse. Donc je fais ce qui me va bien. Et ce qui me va bien, c'est souvent ça. C'est de construire quelque chose et de faire en sorte que ce à quoi je crois, d'agir pour ce à quoi je crois. C'est assez simple. Il y a trop de bruit? Non. Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, voire plus grand que toi? Tu fais des choses extraordinaires, Mercedes, on le Oui, sait. mais j'y pense pas trop, quoi. Ça me repose de ne pas y penser. Je suis assez simple. Moi, je me lève le matin, j'ai envie que mon agence elle aille mieux, qu'on soit plus brillant, qu'on soit plus qualité. J'ai envie de tout ça. Voilà, donc déjà ça m'occupe. Après, j'ai envie que les femmes avancent. J'ai envie que les droits humains soient respectés. Donc je fais. D'abord, je fais mon job et puis ensuite, quand les gens viennent me voir et que je considère que c'est des choses auxquelles je crois et qu'il faut se battre pour ça, j'ai de la générosité. Pour moi, la générosité, c'est pas avoir peur de perdre une heure, quoi. C'est avoir la capacité de pas faire des comptes d'apothicaire pour aller se reposer. C'est pas moi. Moi, je finis par aller me reposer, mais c'est très tard. Alors, je me dis toujours, oh, bon, ça va, ça je peux le faire quand même. Je peux aider sur ça, c'est pas grave. Après, je suis un peu débordée. Parce que quand j'ai fini toutes ces phrases-là, je me dis, oh là, mon assistante perd le nord, moi aussi, mais c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, puisque tu as eu la confiance de me livrer que tu avais eu cette dépression, en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre? Moi, je ne sais même pas, parce que ce temps court de la dépression, en fait, je sais très bien l'analyser. C'est au moment où j'ai fait l'hypocagne. Moi, j'étais habituée à être une très très bonne élève, mais j'avais été habituée à m'élever toute seule. Sous mes parents, ils venaient d'un autre pays, ils n'en savaient rien, ce qu'il fallait apprendre à l'école, pas apprendre. Donc moi, j'avais fait un parcours exceptionnel toute seule, en bricolant. Parce que personne ne me disait, ça c'est bien pour faire la prépa ensuite. Donc j'avais un absolu envie de connaissance, une absolue envie de connaissance. Utile ou pas utile, j'engrangeais. Donc quand on arrive en Hippocagne, qu'on se retrouve à Fénelon, qu'on est entouré de gens qui ont été dans des milieux qui les ont préparés à l'école normale sup, etc. Waouh, je sentais que j'avais des choses qui me manquaient. Et puis j'étais pas habituée, moi j'étais habituée à avoir que des bonnes notes, donc ces gens-là mettent que des mauvaises notes. Et moi je suis premier degré, c'est-à-dire je me disais mais c'est que tu es nul. Je prenais tout au sérieux. Donc à force de fragilité, et puis je suis courageuse, donc je bossais tout le temps de fragilité et de sentiment d'échec, je pense que j'ai fait une dépression. Mais elle a été courte, et enfin courte quand même, ça dure, hein, une dépression, c'est vite 6 mois. Hein. Mais après, quand c'est revenu, en fait, ce qui est revenu, ce que j'ai appelé revenu, c'est quand le matin vous vous levez et vous êtes gai. Voilà, c'est hyper simple. Et donc, moi, je sais pas pourquoi je me lève et je suis gai le matin, j'en sais rien. Ma tendance naturelle, même quand il y a des drames, c'est d'être gai. Moi, je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être à cause de ma maman, peut-être à cause de mon papa, peut-être à cause de mes gènes. Peut-être à cause de ce que j'ai vécu, j'en sais strictement rien. Moi j'ai eu 4 garçons, mais j'ai eu des jumeaux. Et il y en a un à la naissance, il faisait la gueule, et l'autre il souriait tout le temps. Et à 25 ans, il y en a toujours un qui fait la gueule, avec charme, mais il n'empêche qu'il fait la gueule. Et il y en a un qui sourit tout le temps. Moi je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est les mêmes. Donc moi je pense que je suis née avec l'appétit pour faire des choses, une énergie. Voilà, je suis énergique. Voilà. D'où ça vient? Je n'en sais rien. C'est une chance, on va dire. En parlant du difficile, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent, d'après toi? Moi j'aime assez ça parce que, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas être radin dans la façon d'explorer le monde. Quoi. Donc parfois, et d'ailleurs je le sens chez mes clients, parfois je leur dis venez, on va parler des gens, on a des études formidables sur l'état de la confiance et tout. Ils vont privilégier quelque chose qui est concret, qui semble donner des résultats immédiats, mais les résultats immédiats, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est des résultats profonds. Et donc ces écarts, ce temps passé à comprendre les gens, etc., très souvent, ils vous accélèrent de façon formidable. Et les pas de côté sont toujours, pour moi, porteurs quand même de choses intéressantes. Moi, je suis mal à l'aise dans le non tout le temps, dans la construction du temps efficace. C'est quoi être efficace? C'est finalement enlever tous les gens qui ne pourront pas vous être utiles immédiatement. C'est pas moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas ce temps efficace-là. Parce que je pense qu'il n'est pas efficace. Et puis en tout cas, il ne me rend pas heureuse, donc on le balaye. Mercedes, est-ce qu'immigrer est un risque de chance? Ah bah, sans aucun doute, l'immigration, moi j'ai toujours dit que l'immigration, pour moi, avait été une chance. Donc après, j'ai pas traversé la Méditerranée, on n'est pas venu me pêcher. Donc ça allait quoi. Je suis en France, mon père est venu me récupérer avec une voiture. J'ai eu froid parce qu'il n'a pas compris où était le chauffage, mais
Donc je croyais que j'étais arrivée en Laponie, mais j'avais mon papa et ma maman, c'était normal. Donc cette émigration-là, elle a été une chance, parce qu'elle a été une ouverture. Elle a été tout de suite l'indication d'un relativisme nécessaire, puisque vous quittez un lieu pour aller vers un autre lieu, donc vous comparez les lieux, vous percevez que tout n'est pas équivalent, vous percevez qu'il y a des espaces de la différence, donc tout ça c'est extrêmement intéressant. Et puis après vous vous battez. Trop, faut pas exagérer, mais trop de confort, c'est pas facile. Hein. Si vous avez jamais faim, qu'est-ce que vous construisez quand on n'a pas faim? Donc moi j'avais faim. Je mangeais tout ce que je voulais, hein, mais j'avais faim. D'apprendre le français, que personne ne se moque de moi, que je le parle mieux que les autres, que je sois la meilleure de la classe en français, que j'avais faim. Que j'intègre vraiment tout ça. Il y a une pression qui a été positive dans mon cas, puisque j'étais bien construite pour assumer cette pression. Donc elle m'a fait du bien. Qui es-tu comme magicienne et que fais-tu en tant que magicienne dans ce monde? Je mets des pierres. Je mets des pierres les unes avec les autres. Je suis pas sûre que j'aime la magie d'ailleurs. J'aime les constructeurs. Donc, par exemple, j'aime pas les sous qui se gagnent à la bourse comme si c'était magique. Non, ça, j'aime pas. Ça m'intéresse pas. J'aime bien les maçons qui font des murs, les jardiniers qui font le jardin, nous qui faisons une agence. Voilà. J'aime bien, mon associé dirait le craft, la production. J'aime bien les idées, j'aime beaucoup les idées, j'aime bien que les idées s'incarnent, j'aime bien que les idées deviennent des réalités, j'aime bien quand elles sont secouées par la réalité. Donc voilà, donc je reste dans un monde... ce que je trouve magique, moi, c'est le fait de pouvoir faire, le fait de pouvoir bâtir, le fait de s'appliquer. Je serais angoissée que tout vienne par magie, quoi. Oh là là. Ça doit être ennuyeux, comme c'est pas possible. Je préfère finalement... moi, la seule chose que je trouve magique, c'est de penser à quelque chose et de faire que ce soit réel. Parce que ça, je trouve ça... parfois, je rêve à des choses et elles deviennent réelles. Ça, c'est sympa. Parce que je pense, par exemple, moi, je crois beaucoup aux objectifs. On dit ce qu'on veut, et puis parfois, parce qu'on a dit ce qu'on voulait... on a mis les moyens et on a ce qu'on veut. C'est simple. Donc moi j'aime bien ça. J'aime pas... si on me dit tu joues au loto puis tu as gagné plein de sous. Oh non, non. Enfin j'aurais des choses à faire parce que j'achèterais plein de maisons et je m'en occuperais et tout, mais j'ai pas le rêve, j'ai même pas de rêve. J'ai des rêves comme tout le monde, j'aimerais bien que ça se calme un peu, mes enfants c'est pas toujours facile, les parents c'est pas toujours facile. Comme je me suis jamais vraiment occupée de moi, j'aimerais bien m'occuper un peu de moi, mais pas sans avoir une utilité, pas en arrêtant de faire des choses. Je crois pas à la retraite. Hein. Il y a quelqu'un là qui, je trouvais génial, c'est un monsieur qui est démographe et en fait il s'est spécialisé dans ce qu'il appelle les zones bleues. Les zones bleues, il avait un feutre bleu, donc il mettait des zones dans le monde qui avaient la spécificité de faire vieillir les gens longtemps, de les faire vivre très longtemps, donc d'avoir des beaux vieux, quoi. Et il cherchait dans des zones le secret de cette vieillesse et de cette préservation à la limite de la jeunesse. Et il avait indiqué que oui, bien sûr, l'alimentation était clé, bien sûr que marcher, bouger est clé, mais il avait dit qu'il y avait une troisième chose explicative, c'est que dans les civilisations qu'il avait été approfondir, il n'y avait pas de retraite. Les gens, il n'y avait pas de système de retraite avant. Vous étiez vieux et donc vous essayiez de faire jusqu'au bout quelque chose.
on vous disait pas, ben non, à 65 ans, il ne faut plus rien faire. Ça va, là, c'est trop risqué. Il faut faire des choses. Après, on peut changer de choses, etc. Il faut faire des choses, il faut avoir des projets. Il faut se lever pour quelque chose. Il n'y a que les chômeurs qui n'aiment pas les vacances. Vous ne comprenez rien. Le concept de vacances, il est passionnant lorsqu'on travaille. Mais si vous ne travaillez pas, mais vous êtes tout le temps en vacances, mais je ne suis pas sûre qu'ils appellent ça les vacances. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi ou au-delà de toi? Le respect des droits humains. Cette folie qui consiste à faire croire qu'il y a des régions dans le monde qui n'ont pas les mêmes droits humains que les autres endroits. Il y a des droits humains spécialisés. Par exemple, il y a des pays dans le monde où traiter ces femmes comme des animaux, moins bien que les animaux, c'est leur mode de droit à eux. Pour moi, les droits humains, c'est universel et tout ce qui vient à l'encontre de ça est faux. A été inventé par les hommes, pour les hommes peut-être, mais sûrement pas par quelqu'un qui a du bon sens et qui est un Dieu positif. Donc ça m'importe beaucoup, l'état des femmes dans le monde, les non-droits qu'elles ont encore, ce sentiment qu'on a finalement de ne pas être à égalité, ça, je voudrais que ça change. Et puis, de façon globale, les droits humains, les droits pour les femmes, mais les droits humains aussi pour les hommes et les femmes. Donc ça, en tout cas, je pense que ça ne sera pas réalisé quand je partirai, mais je pense que si je peux tout faire pour aider, et passer la main à un moment, parce qu'il faut que les projets perdurent plus que les personnes. Donc ça, c'est important. Partages-tu la vision de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, que j'ai eu la grâce d'interviewer avant son envol? Jean Vanier, il disait « Chaque personne est une histoire sacrée ». Je sais pas, parce que je sais pas ce que ça veut dire sacré, mais en tout cas une histoire qu'on se doit de respecter à coup sûr. Sacré, je sais pas. Je sais pas parce que c'est utiliser un mot du religieux pour du profane, donc je n'en sais rien, mais en tout cas, chaque personne a droit à un respect, à des droits en fait. Chaque personne a des droits, quelle que soit la personne. Il y a un film qui s'appelait Intouchable. Sacré, en fait, c'est en effet, je pense, donner peut-être une dimension divine, mais c'est surtout une dimension intouchable, respectable. Après, tout le monde est respectable, mais beaucoup de gens font de grosses conneries. Donc il faut sévir. On ne peut pas accepter. On ne peut pas laisser impunis ce que j'appelle les douleurs du monde, les tyrans. On ne peut pas laisser ça impunis. Parce que si on autorise ça, ça veut dire que on considère, moi je ne considère pas que tous les hommes se vaillent. Ils se valent en termes de droits, mais après on fait des chemins. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a un passé de merde qu'on est obligé de faire un chemin de merde. Donc il y a des gens qui ont vécu des moments très difficiles et qui sont merveilleux après. Et il y a des gens qui ne vont pas se sortir de ce moment très difficile. C'est ça la résilience. Et moi j'aime bien les gens qui avancent. C'est fini. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer? Oh bah tout, beaucoup de choses. Pas les difficultés de mon dernier gamin, mais là, il est fragile, donc c'est difficile. On a envie qu'il trouve vraiment sa route et qu'il soit heureux. Il a l'air très heureux. C'est pour ça que j'ai vu écrit dans le livre de cette psy, la psy qui a sauvé mon fils. Oui, alors elle n'a pas du tout sauvé mon fils, ça c'est un titre
où elle s'est fait disputer parce qu'elle, le journal, parce que je déteste ce qui est racolage dans la vie, donc elle n'a pas du tout sauvé mon fils. Mais elle m'a aidée sur... J'ai été un peu scandalisée par le monde de la psychologie, le monde de la psychiatrie. Je trouvais que c'est n'importe quoi, hein, comme dans une boîte noire. Moi je pense qu'on est fait pour être intelligent, donc il faut nous parler de façon intelligente. Et dans les mystères du bonheur des gens, les mystères des difficultés des êtres humains, etc., c'est vraiment difficile. C'est un sujet vraiment difficile. Et il y a des gens qui se permettent d'être arrogants, mais qui n'arrivent pas pour le moins à sauver l'enfant, ou l'être que vous aimez, enfin les gens qui sont en difficulté. Donc au moins qu'il n'y ait pas d'arrogance. Après on parle, on essaye de comprendre, mais tout ça est complexe. Tout ça, la guerre des chapelles, avec des gens qui pensent qu'ils ont raison en appliquant tel et tel truc, j'appelle pas ça l'intelligence. C'est difficile pour moi. As-tu un défaut dont tu souffres, Mercedes? Vous avez décidé de tout démonter là? On démonte tout pour ce soir. D'accord, c'est pratique pour nous. On a encore 10 minutes. Ouais, voilà, c'est cool. Est-ce que j'ai plein de défauts, je suis très spontanée, donc parfois je dis des choses, je me dis mais oh là là, mais il faut être calmé. Il n'y a rien qui me calme. Donc voilà, je suis spontanée, je dis la vérité, ma vérité, pas la vérité. Et donc en tout cas je dis la mienne. Donc ça parfois c'est pas intelligent, parfois ça fait du bien, mais quand j'ai fini de me faire du bien, c'est pas toujours intelligent. Donc voilà, c'est une maîtrise. Et après, je suis très exigeante, donc l'exigence que j'ai à mon égard, moi je ne sais pas ce que c'est le divertissement. Je suis très exigeante. Donc peut-être ça pourrait être plus reposant, mais en fait je ne me fais pas des grandes théories. Donc moi, pour me rendre heureuse, il faut que je sois exigeante. Donc il y a un moment donné, je simplifie, hein, et tant pis, je suis comme ça, quoi. Je range tout, par exemple, chez moi je range comme je respire. Je range les jouets pour enfants et tout, mais à quoi ça sert? Peut-être à rien, mais ça a l'air de me faire du bien. Ça a l'air d'être un passage obligé de mon propre équilibre. Il y a du bien et du mal. Mais en revanche, je sais aussi chez les autres me dire, ah là là, ils ont des forces formidables, donc qu'est-ce que j'en ai à faire de leur faiblesse, quoi. Je vais avec des gens où on me dit, ah ben il a ça comme défaut, je dis, mais t'as vu ce qu'il a fait, hein? C'est quand même génial. Donc je vais m'arrêter à ça, parce que les gens qui font des choses formidables, il n'y a pas tant que ça. Donc il faut. Moi, quand j'ai un emballement, j'aime bien. Après, je ne suis sûrement pas les mêmes emballements que tout le monde, donc je laisse à chacun, mais il faut avoir des enthousiasmes sur les gens. Donc, et les laisser avec leur force, leur fragilité, c'est plus facile. C'est quoi l'intention positive derrière la spontanéité, la vérité, l'exigence? J'aime pas la mièvrerie, j'aime pas le manque de courage, j'aime pas ce qui est pas authentique, je suis un peu militante à la naissance, voilà, je sais pas, c'est tout ça, c'est le désir de bien faire, j'aime pas les gens satisfaits, quoi. M'embête. Donc je vais pas être satisfaite de mon petit chemin là. Bon. Donc j'y pense pas beaucoup, je me flagelle pas du tout, mais j'ai envie d'avancer. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? J'ai pas tellement de mentors. Personne. Je crois pas. J'ai des gens que j'aime. J'ai pas des mentors. J'étais assez désobéissante et assez... J'ai pas eu besoin ni de femmes ni d'hommes d'ailleurs. Souvent on me pose la question du côté des femmes, puisque je suis féministe, donc on me pose la question du côté des femmes. Oui, j'aimais bien Colette quand j'étais petite, parce qu'au moins elle s'est énervée contre Willy, qui la faisait écrire tel un nègre et qui signait avec son nom. Donc ça me faisait du bien. Je me disais, oh, bah, elle a culotté la fille. Comme
les filles avaient des problèmes pour le culot, je trouve que c'était bien. Donc il y a des choses que j'aime bien, que j'ai bien aimées. Mais de là j'étais très jeune, très indépendante. Très vite, j'ai aidé mes parents. Très vite, je me suis occupée de mon frère, de ma soeur. J'avais pas d'exemple. Ma mère, elle était désordonnée, frivole, hyper marrante. Mais c'était pas totalement un exemple. Voilà, mon père, il avait d'autres défauts, donc c'était pas vraiment. Et je les aimais beaucoup. Et je les aime toujours beaucoup. Mais j'ai l'impression que je me suis forgé moi-même un chemin et j'ai pas eu. Quand j'ai commencé dans la communication, mon patron il n'était pas très là. Je lui ai dit c'est génial, comme ça tu as beaucoup de place. Après je suis tombée sur des patrons plus là, je me suis dit c'est génial, il a des trucs à t'apprendre. Mais j'avais pas. D'abord j'ai pas un respect incroyable pour les patrons moi. En règle générale, j'ai plus de facilité à être très respectueuse en dessous de moi qu'au-dessus de moi. Au-dessus de moi, je suis pas toujours sage. Hein. Parce que je pense que la classe, c'est de ne pas avoir peur du pouvoir. C'est pas failloter auprès des gens qui ont des trucs. Quoi. Et en revanche, l'élégance, c'est de traiter correctement les gens qui peuvent dépendre de toi. Quoi. Et qui font des petites choses que personne ne regarde, qui gagnent tellement moins que nous. Voilà. Ça pour moi c'est la grande classe. Aller dire à un patron vous êtes merveilleux, c'est pas une grande classe. Donc j'ai un peu de mal, de temps en temps je suis impertinente. Je fais peur parfois à mes propres patrons. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire? Ce qu'elle a à dire. Ce que j'ai envie de dire. Mais je prends plus de précautions avec des gens fragiles. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans mon petit village au Crotoy en baie de Somme, il y a une maison qui s'appelle la maison de Colette, parce qu'elle a vécu là et écrit là, ou pas écrit d'ailleurs, oui. D'après ce que tu me dis. Non, elle écrivait. C'est Willy qui signait à sa place, mais dès le début, elle a écrit. Et les premiers Claudine, Willy, son mari, qui avait bien compris qu'elle avait une patte, lui faisait écrire et il les signait. Et à un moment, elle a dit à Willy, tu sais quoi, je vais rester toute seule, peinarde, avec mes chats, et je vais écrire et signer Colette. Et après, les Claudines sont devenues Colette. Mais les premiers Claudines, c'est d'abord Willy, après ça a été Willy et Colette, et après ça a été Colette. Mais c'était toujours elle qui écrivait. C'est génial. Et la fin de l'anecdote, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais dans le village, ce qu'on raconte, c'est qu'elle n'était pas si culottée que ça, elle était même souvent déculottée, figure-toi, parce que la légende dit que tous les matins, elle galopait sur la plage nue, à croupe directement sur son cheval, et que tous les pêcheurs du village étaient totalement émus de la situation. Oui, je comprends. Non, je pense qu'elle a été très libre. Je pense qu'elle a été... en fait, les femmes ont eu un problème avec leur sensualité, leur sensibilité. Je pense qu'elle a été à l'envers. Elle aimait finalement, elle a raconté le bonheur des plantes, de sa maman, de la relation, de l'amour qu'elle a eu avec sa maman, des confitures, des chats, de tout ce qui finalement était un monde de sensualité. Qu'elle s'est autorisée. Elle s'est autorisée à aimer les femmes, elle s'est autorisée beaucoup de choses. Ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Je crois pas complètement. Je crois pas complètement parce que l'amour c'est important, mais il faut faire des choses. Il n'y a pas que la considération. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais gamine, quand on allait en boum, là, qu'il fallait plaire aux garçons, ça me fatiguait. Parce qu'on sortait un peu de soi-même sans arrêt pour aller séduire et tout. Ça me fatiguait. Donc, je pense que j'ai beaucoup d'amour, j'en ai reçu. J'aime en plus très facilement les gens qui m'entourent.
bon, on me dit, il ne faut pas aimer les gens avec qui tu travailles, je les aime tous. Donc l'affaire est réglée, donc je ne suis pas en manque d'amour. Et puis j'ai pas l'impression que les gens ne m'aiment pas, donc j'ai pas ça. Donc je suis satisfaite, mais je peux pas vivre l'amour et d'eau fraîche. Il faut quand même me faire quelque chose, faire quelque chose qui dépasse un peu tout. Voilà. Un peu un combat qui dépasse un peu tout ça. Qui dépasse soi-même, quoi. Donc l'amour... c'est peut-être ça l'amour. Peut-être. Mais en tout cas, il faut que ça dépasse... par exemple, il y a des gens qui adorent parler d'eux, la psychologie, tout ça. Moi, pas du tout. Moi, j'ai une psychologue avec laquelle je suis amie, avec laquelle on a fait le bouquin, justement, qui était sauver, comment on sauve la vie de... Il y a un moment, on est là pour aider les gens à aller bien, donc comment on fait tout ça, etc. Et donc elle m'est très proche, Nancy Ofakin, j'ai beaucoup d'empathie, c'est intelligent, j'aime beaucoup discuter avec elle. Et elle me dit toujours, oui mais toi, comment tu vas? Oh, je dis bon, allez, je vais te résumer ça, mais assez vite. Ça me passionne pas. Ça m'a passionné la psychologie quand il s'agit de l'appliquer à mes enfants pour qu'ils aillent bien, quoi. Ça m'a passionné. En conclusion, Mercedes, faut-il tout oser demander dans la vie? Ah oui, il faut demander ce qu'on a envie d'avoir. Pas tout, parce qu'on n'a pas envie de tout. Mais ce qu'on a envie d'avoir, il faut oser, bien sûr. Faut faire ce qui, pour soi, vous rend confortable. C'est ça l'alignement, c'est voilà, ça me va, moi je suis confortable, je me sens bien. Donc il faut faire, il faut demander. Puis les filles, il faut qu'elles demandent plus que les garçons, puisqu'elles ne demandent rien. Donc il faut qu'elles demandent des sous, de la considération, de l'espace, il faut qu'elles demandent. Donc oui, il faut oser demander. Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité? Parce qu'on se connaît et que, a priori, ce que tu vas faire peut être utile à des gens et que voilà, ça prend un quart d'heure, une heure de mon temps, qui n'est pas grave, et si tu en as besoin, pourquoi pas, quoi. On va se prendre, Et puis je pense en effet que les gens aiment autant, je ne suis pas passionnée par moi-même, autant j'aime bien les histoires de vie des autres. Donc la mienne, voilà, ça va, je la connais. Mais les autres, c'est passionnant. Donc je comprends, moi, on me demande beaucoup, on m'utilise beaucoup comme modèle féminin. Et je ne vais pas engueuler tout le monde parce qu'ils m'utilisent comme modèle. C'est que si quelque part, ça aide les êtres humains. Si ça aide les êtres humains, c'est sûrement formidable. Donc c'est quoi le plus beau risque dans la vie, en un mot, s'il te plaît? Le plus beau risque, c'est de se rater soi-même, c'est-à-dire de ne pas se trouver, de ne pas savoir pourquoi, quand est-ce qu'on est bien. Pas pourquoi on est fait, c'est déjà trop compliqué. Quand est-ce qu'on est bien? Quand est-ce qu'on est bien? Voilà. Simple. Pas compliquer trop les choses. C'est pour ça que je dis aux gens, attendez là, vous êtes en train de valoriser la stratégie parce qu'on vous a dit la stratégie c'est génial. Enfin, vous n'êtes pas bon là-dedans. Et là, on va se prendre le mur 12 fois parce que vous avez comme idée que ça, c'est très chic. Ah non, c'est pas, on s'en fout que ce soit chic puisque vous, ça vous va pas. Donc, trouvez ce qui est chic pour vous, quoi. Arrêtez de les écouter, quoi. Vous êtes une grande organisatrice, vous ne trouvez pas ça chic. Ben moi, je trouve ça chic. Donc, faites-vous, entendez-vous. Trouvez ce qui vous va. Jouez pas à l'autre, jouez pas ce qui est bien, pas bien. Là, moi je suis partie avec un couple de jeunes à Bordeaux, j'avais une conférence. La jeune fille, elle est juste en stage avec moi, donc je lui dis écoute, je vais à Bordeaux, je vous emmène ce week-end, ça va être sympa. Tu travailles tout le temps avec moi, bah, viens assister à ça. Elle était ravie. Et son garçon, il a fait Sciences Po, etc.
ça y est, j'ai décidé, il va être cuisinier. Génial, génial. Et donc, on a acheté un livre de cuisine pour nous remercier. On essaie de faire les recettes maintenant pour leur faire plaisir parce qu'on a le livre de cuisine. Voilà, c'est sympa ça. Je prends pas la tête. Est-ce que cuisiner? En ce moment, il y a un retour à des choses différentes, plus simples. Et on n'imagine pas qu'un cuisinier est idiot, quoi. Non, pas du tout. Il faut être très intelligent. Donc il faut être très intelligent dans beaucoup de choses dans la vie, donc respect. Après je trouve ça joli que ce garçon se trouve comme ça, assez vite, en disant non mais j'ai fait un stage, je me suis ennuyée. Je lui ai dit arrête de t'ennuyer alors. Ma maman elle disait quand on est fatigué il faut aller se reposer. Quand on s'ennuie il faut changer. Merci. Voilà. Le mien, Driss, aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. As-tu une question? Non, j'ai plein de... Maintenant que tu m'as expliqué ta vie passionnante et complexe, je pense que j'espère que tu t'es enregistré.